Le grand rendez-vous avec Pierre Lafarge sur Martinique Première. Les grands moments donc du grand rendez-vous de cette année 2015, entretien avec Hassan Kassi Kouyaté, metteur en scène et directeur du Tropicatrium. Il nous parle de son projet pour la structure des actions de diffusion et de formation menées sur le territoire martiniquais. En fait, son but, recréer un lien social, enrichir l'offre culturelle, diversifier les publics, mutualiser les synergies, susciter des vocations de façon pluridisciplinaire. Il a déjà commencé. Hassan Kassi Kouyaté a fondé la compagnie de temps 3 mouvements. Auparavant, il a travaillé pour de nombreux centres culturels à Milan, à Paris et dans les provinces françaises. Hassan Kassi Kouyaté, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Depuis quelques mois, vous êtes à la tête de cet établissement. C'est une belle structure culturelle qui regroupe le CMAC et l'Atrium. Vous avez été nommé à la tête de cette structure à la suite d'un concours, hein, c'est bien ça? Oui, c'était un concours, un appel à candidature. J'ai postulé, il fallait présenter un projet. Et puis, le mien a été choisi et je suis heureux d'être là. Est-ce que vous savez pourquoi ça a été choisi? Qu'est-ce qui a fait que on a choisi Hassan Kassi Kouyaté plutôt qu'un autre? Peut-être parce que mon projet convenait mieux aux décideurs et qu'il convenait mieux aux objectifs qu'il s'était fixés par rapport à cet outil. Alors ça vous fait une nouvelle adresse, vous avez fait le tour du monde ou presque, vous avez été directeur pédagogique de l'école du théâtre à Naples, des interventions à Lille, au théâtre suisse romande, vous avez fait plein de choses mine de rien dans un parcours incroyable. Dans mon travail, j'ai eu la chance de toucher à plusieurs disciplines, aussi bien dans l'action que dans la conception. Je suis beaucoup transmetteur, d'autres appellent formateur, mais j'ai aussi aidé à auditer des structures culturelles pour des villes, des pays, aider à mettre en place des événements culturels un peu partout dans plusieurs continents, effectivement. Vous êtes intéressé à l'oralité et ça pendant longtemps vous en avez fait votre cheval de bataille. En fait, je suis né griot, donc l'oralité est notre outil principal d'action. On utilise la parole. La parole est notre arme, une arme qui construit, pas une arme qui détruit. Et ça fait avancer les choses, c'est un peu comme la culture. C'est la culture en fait. Être griot, c'est plus que le conte, parce qu'on parle beaucoup de contes, de musique, mais le griot, il est médiateur aussi dans la société. Il est psy, il a le rôle de psy, de guérisseur par moment, et il essaie d'établir l'équilibre de la société. Donc c'est au-delà de la culture. Mais péjorativement, quand on voit un Africain qui chante, qui danse ou qui raconte des histoires, on dit que c'est un griot. Vous savez tout faire. Vous savez danser, vous savez chanter, vous savez compter. Conteur également, plus que d'être griot et ce médiateur à la façon traditionnelle de ces personnages que l'on trouve chez vous au Burkina Faso. Alors, je suis conteur, c'est vrai. Le conte est un outil qu'on utilise partout dans la vie. On peut mettre tout dans le conte, mais on peut pas mettre le conte dans tout. On peut montrer du doigt les choses. Ben, bien sûr, on taper peut là où ça fait mal, mais également montrer les belles choses. C'est ça. Le conte permet de parler du monde de manière par les fables, par la métaphore, par la philosophie. Le conte est un vecteur important pour le développement de nos sociétés. Si on tend bien qu'on sache s'en servir, parce que le problème, on dit que chez nous, plutôt avec ce proverbe, on dit que la langue n'a pas d'os, mais elle peut briser beaucoup d'os. Et qu'une flèche lancée par la langue, même à distance, elle peut tuer. Et on dit aussi qu'un homme, quand les mots sont dans ta bouche, tu es maître des mots, mais quand ils dépassent la frontière de tes lèvres, tu en deviens esclave. Les mots sont plus forts que les armes, en fait. Voilà, c'est ça. Ça veut dire que la parole peut être redoutable, mais elle peut être tellement constructive. Et je pense que pour d'ailleurs que la parole soit
positive, qu'elle puisse construire. Il faut qu'on soit à même de s'écouter mutuellement. L'écoute manque de plus en plus, de mon point de vue, dans nos sociétés. On est en plein dans l'actualité, un manque de compréhension les uns par rapport aux autres, et en plus les religions s'amassent par-dessus et ça crée des conflits et des drames terribles. On a vu ça depuis le début de l'année, ça n'arrête pas. Hassan Kassi Kouyaté, vous êtes tombé dans cet art, dans cette oralité depuis tout petit. Votre papa faisait déjà du théâtre, votre frère fait du cinéma. Papa est reconnu également comme votre frère. Oui. On vous connaît à travers le monde. D'ailleurs, oui, c'est vrai. D'ailleurs, avant mon papa, il y avait mon grand-père, il y avait ma grand-mère. Avant eux, il y avait leurs parents. Ma grand-mère, la mère de mon père, c'était Sousa Bassako. Elle est considérée comme une des plus grandes cantatrices que l'Empire mandingue a connue. Et en fait, nous sommes griots de père en fils et de mère en fils depuis 1235. Vous avez fait le calcul, comment vous savez ça? Non, nous sommes griots, donc l'arbre généalogie, on la connaît on le connaît plutôt depuis 1235 jusqu'à aujourd'hui. Je peux vous le chanter, l'arbre généalogique. Ah ok, c'est quelque chose que l'on transmet de père en fils? De père en fils et de mère en fille. Et ça se chante, c'est chanté souvent sous forme d'épopée. À l'histoire d'une famille. Et c'est l'histoire d'une famille. Donc, chanter, danser, faire ce qu'on appelle l'art en général, ce n'est pas un travail pour nous, c'est notre vie. Moi, j'ai fait des études de commerce, c'est ça mon travail. J'ai appris un travail, c'est faire du commerce, du marketing. C'était pour vous consolider, pour être plus apte à vivre dans ces années 2000 qui sont des années difficiles. En fait, il est difficile de vivre de son art. C'était peut-être plus facile d'avoir un vrai métier, comme on dit. Ah non, pas du tout. Mes parents ont vécu de leur métier, très très bien de leur métier. Et c'est vrai que d'ailleurs, je leur rends hommage, je leur remercie de m'avoir inculqué cette passion. Et ils ont vécu de leur métier et ils étaient heureux dans leur métier. Donc pour moi, faire du commerce, c'était tout simplement essayer de ne pas faire la même chose que mes parents. C'était tout. Mais c'était un rejet? Non, c'était pas un rejet du tout. Et je voyais une chose, c'était quelque chose par rapport à mon enfance. Mes parents ont tellement voyagé, donc on a beaucoup voyagé depuis petit. Et moi, je voulais pas continuer à voyager. Je me suis dit, il faut que je me trouve un métier qui me fixe à un endroit. Faut que je devienne sédentaire. Parce que, voilà, qui me sédentarise. Et puis, je crois que, voilà, mon père, le jour où je lui ai dit que, voilà, je vais continuer dans l'art, il m'a tout simplement dit, c'est difficile que l'oiseau vole et que ses petits rampent. Vous êtes né il y a une 50aine d'années au Burkina Faso. Ça se passe comment, l'enfance d'Hassan Kassi Kouyaté, à droite et à gauche? On suit ses parents lors de ses voyages puisqu'ils sont toujours en représentation? En fait, ce qui était très particulier, c'est avec le temps. Aujourd'hui, je peux en parler avec les mots que je vais donner. J'ai été éduqué dans deux grandes écoles en même temps. L'école traditionnelle et l'école occidentale. Et je sortais de l'école occidentale et je rentrais dans l'école traditionnelle avec mes grands-parents à écouter l'arbre généalogique, à jouer aux instruments de musique, à connaître l'histoire de nos peuples. Où je vivais cela, où je rejoignais mes parents qui étaient aux répétitions. Et pendant les répétitions, je faisais mes devoirs deux fois d'école. Donc moi, j'ai grandi là. Pour moi, c'est le théâtre. J'ai dit théâtre, le lieu de représentation, c'est un lieu de vie naturelle. Donc j'ai vécu comme ça. Sauf que à un moment donné, quand on est dans un endroit, on commence à avoir des amis d'enfance, et puis paf, on doit changer. Ça, c'est terrible. Voilà, ça c'est terrible pour l'enfant. Pour celui qui s'en va, mais également pour ceux qui restent, puisque quand on crée des liens, et ça on le vit beaucoup en Martinique, beaucoup s'en vont parce qu'ils ont grandi, parce qu'ils doivent aller faire des études, ou alors il y a un changement de vie, et ceux qui restent en fait n'ont rien de nouveau à part un vide. Ceux qui s'en vont peut-être
vont rencontrer d'autres choses et apprendre d'autres choses, mais pour ceux qui restent, c'est encore plus difficile, me semble-t-il. Mais je sais pas, mais je connais ma condition de celui qui est souvent parti. Ouais. Mais c'est une chance, à mon avis. Oui, c'est une chance. On dit que un vieillard qui est assis 100 ans au même endroit voit moins bien qu'un enfant qui a fait 100 villages. C'est un beau proverbe, une belle image. Oui. Et donc, c'est vrai, le voyage forme. Et par contre, la chance justement que j'ai eue, c'est d'avoir eu une éducation traditionnelle importante, c'est-à-dire que en fait, mes racines étaient très ancrées, donc ça me permettait d'avancer, de voyager sans crainte, sans avoir peur de perdre mon moi, mon identité. Justement, vous en avez pris conscience tout de suite que vous étiez quelqu'un de particulier, avec une éducation et un savoir particulier. Parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir communiquer, d'aller de village en village et même d'aller plus loin, de passer les frontières. Vous étiez un petit peu dans un milieu privilégié. Oui, de toutes les manières, dès la naissance, on sait qu'on est privilégié. On est griot. Et nous, dans notre cas, on est des Kouyatés. Donc, ce qu'on appelle les Kouyatés sont les premiers griots. Les Kouyatés sont les maîtres des griots, sont les rois des griots et les griots des rois. Et on le sait, on nous éduque avec ça dès le départ. Même, je pense que nous sommes conçus avec ça dès le départ. C'est un destin. C'est plus qu'un destin, je sais pas, c'est comme ça, c'est la vie, c'est notre vie, on peut pas vivre autrement, c'est comme ça. Et après, avec ces bonnes et mauvaises choses, mais on sait dès le départ qu'on est né pour ça et qu'on est né pour servir le monde qui nous entoure et que le monde peut nous appartenir, mais que nous sommes des très très petits parce qu'on appartient à ce monde aussi. Vous allez quitter le Burkina Faso à quel âge ? Alors j'ai quitté avec mes parents plusieurs fois, mais quitté définitivement quand j'avais 19 ans. 19 ans, donc on est au début des années 70. Pour un Africain, ça doit être dur. Vous allez où en France ? Je vais en France et pour rejoindre mon père qui était avec Peter Brook. Ouais. Et fini mes études de commerce. Et ce qui était très intéressant pour moi, je faisais la musique, le théâtre pour payer mes études de commerce. C'était ça, c'était mes petits boulots. Et il s'est trouvé que en faisant mes petits boulots, en faisant la musique et le théâtre, avec mes amis, les pièces qu'on a pu monter ont tellement marché que après mes études de commerce, je ne suis pas revenu au commerce. J'ai continué le travail. Incroyable. Donc un travail accepté tout de suite en France. On a soif en même temps de cette culture que l'on ne connaît pas dans l'Hexagone. Je crois que cette culture est encore mal connue. La période dont moi je parle était une période encore plus intéressante pour cette culture que maintenant. Et c'était ce que j'appelais l'époque où il y avait des aînés qui avaient ouvert la porte, et même s'ils n'étaient pas nombreux, il y avait une sorte d'engouement pour l'Afrique, une sorte d'engouement pour la négritude. Il y avait aussi ce grand mouvement qui sortait, SOS Racisme et tout, qui était un gros mouvement. Ça sera un petit peu plus tard, quand même. Oui, c'est très... Moi, je parle des années 80, en fait. Moi, je suis venu en France dans les années 80. Et c'était vraiment superbe. Donc, l'Afrique était... C'est comme si on venait de découvrir l'Afrique. On dirait que c'était noir partout. C'est ça, il y a une espèce d'engouement. Et après, j'ai eu l'impression qu'il y a eu un creux dans cet engouement-là, une sorte de trou d'air. Et puis il y a l'Asie qui a commencé à prendre le dessus. Et après, il y a eu tout le mouvement de Peter Gabriel avec Real World qui est revenu encore à Youssou N'Dour. C'est ça, c'est devenu complètement multiculturel.
avec d'autres types de mélanges, de fusion, où les États-Unis, l'Angleterre et l'Afrique et la France ont commencé à créer d'autres choses. On a commencé à parler de l'Afrique en création. Et maintenant, je pense que cette Afrique mérite d'être connue dans d'autres disciplines que dans la musique, parce que on pense que la musique n'est que l'art qui est un art majeur en Afrique, et alors que toutes les disciplines artistiques et culturelles sont importantes et très très riches sur ce continent. Et je dis ça parce que quand on prend ne serait-ce que l'art plastique, on commence à penser que y a des bons plasticiens en Afrique maintenant. Il y en avait déjà avant. Il y en avait déjà. Après, quand on veut que ces gens rentrent dans une certaine écriture artistique, oui. Quand on veut qu'ils s'uniformisent, ils se mondialisent, ça c'est une autre question. Mais je dis souvent quand les Japonais arrivent en Europe avec le no, on leur demande pas de faire autre chose que du no. On demande du no. Et les Africains, souvent, on leur demande de s'adapter ou de changer des bases de certaines choses pour pouvoir être, comme ils disent, rentrer dans certaines... Justement, j'allais vous poser la question. Vous quittez le Burkina Faso, c'est au niveau de la politique, ça va pas? Il y a un problème, vous avez besoin de liberté, vous allez en France, c'est pour ça? Non. Comme je vous ai dit, moi je suis venu dans les années 80. C'était pour les études. C'était pour les études. Et c'était le bon temps du Burkina Faso. Il y avait Thomas Sankara qui venait de venir avec la révolution burkinabé. Pour nous, c'était extraordinaire. Il me semblait bien qu'il y avait eu un événement. Voilà. Il y avait la révolution. Au contraire, j'avais le cœur un peu déchiré de quitter cette révolution à laquelle j'avais participé avec les étudiants. Oui, vous arrivez en France, c'est vraiment un air de liberté ou alors on essaye de vous formater? Non, en étant honnête, quand j'arrivais en France, j'avais le cœur très très serré parce que j'ai beaucoup de bonnes choses qui étaient des habitudes. D'ailleurs, plus que des bonnes choses inébranlables. Avec le temps, je me suis rendu compte que la France a été une sorte de loupe pour moi pour revoir mon Afrique. Mm-hmm. De nuancer plus on voit mieux de loin que lorsqu'on est sur place. Oui, on observe plus facilement les choses de loin. Mais arrivé en Europe, en France, pour m'y installer, j'étais venu quelques fois, mais pour m'y installer, c'était très très dur. Ne serait-ce pas que par le climat. Voilà. Et puis, je ne comprenais pas qu'on ne vive pas dehors, même si je voyais... Les appartements sont étriqués, c'est tout petit, alors que en Afrique, on vit la porte ouverte et ça fait partie. Ça paraît bizarre, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup... quand vous parlez de prison, je me suis senti là en prison. J'ai reçu une Africaine, une Camerounaise qui avait eu cette même impression en descendant de l'avion et en commençant à habiter en région parisienne. Elle avait eu ce même sentiment d'oppression. Elle avait plus sa liberté. Et au quotidien, il paraît que c'est très très difficile à vivre. On vous repère tout de suite, Hassane Kassi Kouyaté, puisqu'ensuite, après la France, vous allez partir en Europe, vous allez être nommé un petit peu partout, parce que le fait d'avoir décroché ce poste à l'EPCC, à l'Atrium en Martinique en 2014, vous en avez eu des aventures auparavant. Oui, d'abord j'ai été membre d'une compagnie très jeune à Genève, de Théâtre Spirale de Genève, avec Patrick Moore comme directeur. On a grandi ensemble, on a fait des spectacles qui ont très vite marché, où on est parti aux États, avec lesquels plutôt nous sommes allés aux États-Unis, en Australie, au Japon, en Chine, dans l'Europe on en parle, on a tourné en Europe, en Afrique, on faisait des pays en Afrique. Ensuite, j'ai pu aussi créer ma propre compagnie. Alors la compagnie existe toujours, me semble-t-il. Elle existe, mais elle va continuer sans moi, parce que je me suis mis à... Deux temps 3 mouvements, la compagnie Deux temps 3 mouvements, qui a été créée en 98, et je me suis mis en retrait de la compagnie pour pouvoir mener à bien
bien ma mission ici à l'EPCC. Je voulais pas mener les deux front ensemble. De toutes les manières, ça aurait pas pu être possible. Mais la compagnie va continuer sans moi parce que elle a une telle base, une telle assise que elle peut vivre sans moi. Vous êtes comment lorsque vous dirigez des acteurs? Parlons vraiment du théâtre, qui est votre passion. Vous êtes reconnu. Apparemment, vous avez une réelle autorité dans un théâtre. C'est vous le metteur en scène, c'est vous qui avez le dernier mot et on vous respecte. C'est ce que j'ai lu. Et oui, ceux qui ont dit ça, peut-être qu'ils ont raison. Tout ce que je sais, c'est que quand je viens sur un plateau, je sais ce qui m'a amené là. Je sais ce que je vais dire, je sais pourquoi je veux le dire et je sais comment je veux le dire. Il n'y a jamais rien qui est laissé au hasard. Non, c'est très rare parce que mes projets, je crée beaucoup par an. Je crée en moyenne minimum trois spectacles par an. Ça en fait. Et ça que au théâtre parce que je fais d'autres choses, musique, danse, cirque et tout. Mais ce que les gens ne savent pas, chaque pièce a une maturation plutôt de pas moins de 3 à 4 ans. C'est-à-dire que c'est un travail que vous commencez bien en amont. Oui, bien en amont, bien en amont. Et c'est que ça devient comme un film dans ma tête après. Tellement je dors, je fais des nuits blanches. Vous êtes hanté par votre travail. Par mes projets. Et donc, par exemple, j'ai à peu près 5 à 6 pièces déjà prêtes dans ma tête. Et j'entends le son, je vois les acteurs bouger, je vois les univers. Je sais pas, c'est ma manière de travailler. Par contre, quand je me retrouve sur un plateau, je laisse beaucoup de liberté, entre guillemets, aux acteurs. Je ne leur dis pas ce que j'ai prévu. J'essaie de voir ce que eux ils ont à me donner. Si ce que eux me donnent est mieux que ce que j'ai prévu, oui, c'est possible. Voilà, c'est possible, bien sûr. Je prends ce qu'ils ont. Mais très vite, si je vois que ça part pas vers ce que je souhaite, je ramène ce que j'ai prévu. Mais ce que j'ai prévu est toujours motivé par ce que je vais dire. Qu'est-ce qui me motive à monter telle pièce et pas une autre? Rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Par contre, une autre chose, je ne crie jamais sur un plateau. On dit chez moi que un lion, quand il sort, s'il dit « Regardez-moi, je suis un lion », ça doit être un lion en carton. On n'a pas besoin de crier pour faire passer ses idées. Je pense que ça rejoint votre discours sur la liberté d'expression, sur tout ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Oui, bien sûr. Je pense que l'autorité se force par la clarté des idées que on véhicule. Maintenant, vous êtes dans un bureau, c'est moins drôle sur un plateau. Dites-moi, Hassan Kassi Kouyaté. Oui. Vous êtes à l'Atrium. Oui. Premier étage, dans un bureau. Deuxième étage. Au deuxième. C'est un autre métier, là. Devoir diriger un théâtre dans un pays que vous connaissiez pas obligatoirement. Vous connaissiez la Martinique de loin, mais pas forcément de très près. Ah non, non seulement je connaissais pas la Martinique, et je la connais toujours pas. Et c'est pas parce que j'ai fait 4 à 5 mois que je vais prétendre connaître la Martinique. Je respecte trop la Martinique, j'aime trop assez plutôt les Martiniquais pour ne pas insulter la Martinique en disant qu'en 4 mois, en 5 mois, on connaît ce pays assez riche et complexe. C'est un pays riche et complexe. Et puis ça a mis du temps hein, pour trouver un successeur à ces deux entités qui étaient l'OCMAC et l'Atrium. On fait des premières réunions en avril 2014. Au mois de novembre, on réunit un conseil d'administration et seulement ensuite, on va chercher à recruter un directeur. C'est là que vous intervenez ? Non, le directeur, en fait, moi, j'ai été nommé en septembre. En septembre mais j'avais novembre. Non, j'ai été nommé en septembre. Je devais prendre mon poste en novembre. Ok. Voilà, c'était la nomination. Mais la mise en concours était depuis mai.
a été lancé depuis mai. Donc il y a eu des processus de recrutement. Je crois que ceux qui ont mené ça ont pris du temps avant de choisir la personne qui devrait diriger les PCC. On vous a dit combien de candidatures avaient été portées? 24, je crois. 24 et vous avez été choisi. Oui, j'en suis honoré et je remercie ceux qui ont pris cette décision et je ferai tout pour être à la hauteur de la décision qu'ils ont prise. Oui, parce que surtout vous avez annoncé de gros projets, hein, des actions de diffusion, de formation menées sur le territoire. C'est vrai que vous avez la réputation d'être un transmetteur. Oui, ça vient de plusieurs choses. La première, c'est de mon éducation de griot. Je suis là pour transmettre. Je suis né pour transmettre. Et je suis né aussi pour faire la médiation entre les hommes. Je suis né pour faire la médiation entre les cultures. Je suis né pour faire la médiation entre les pays, les continents, les gens. Pour moi, c'est pas un nouveau métier. Vous avez ça dans le sang. Oui, je pense. Et je suis né dans ce milieu. J'ai été conçu dans ce milieu. Mes deux parents sont nés dans ce milieu et ils se sont rencontrés dans ce milieu. Et j'ai grandi dans ce milieu et j'ai eu la chance de rencontrer des gens les plus divers dans ce milieu, les bons comme les mauvais, les très grands comme les très petits, et j'ai vu des succès et des échecs dans ce milieu et j'ai eu la chance de côtoyer tout ça. Et donc j'essaye modestement, mais avec l'équipe de l'EPCC à Martinique que je salue au passage, et les autorités aussi bien de la Martinique que de la DAC, donc qui représente l'État, qui m'ont fait confiance. Je remercie ces gens et de leur force, parce que je vous assure, on travaille dans le même sens. C'est pas facile. Pour une fois, moi, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup tourné, j'ai travaillé vraiment sur les 5 continents, mais ça a été rare de voir des gens réunis derrière un projet comme ça. Toutes les personnes que je viens de citer. Vous avez réussi à unir tout le monde? Je pense que on a réussi à s'unir. C'est pas moi qui ai réussi à unir tout le monde, mais on a réussi à s'unir. Et pour mener un travail et un projet en commun. Et c'est pas facile, hein, mais je sens un engouement, je sens une volonté, une envie. Et le public aussi, on a besoin de ce public. C'est pour cela, je veux pas, avec l'équipe, on veut pas se contenter du public qu'on remercie. Justement, j'y viens, vous voulez recréer du lien social, enrichir l'offre culturelle, diversifier les publics, mutualiser ça. C'est pas évident de réunir tous les publics. C'est une tâche relativement complexe. C'est pas évident de réunir en général. Mais aujourd'hui, on peut rien faire sans réunion, sans mutualisation. Surtout qu'on est multiculturel à la Martinique. Mais vous voyez, quand on prend un tapis, qu'est-ce qui fait sa beauté? C'est la diversité des couleurs qu'on assemble. Belle métaphore. Et c'est ce qui est important. Maintenant, c'est qui tisse les couleurs. C'est ça qui est important. Comme on agence ces couleurs pour que le tapis soit beau. C'est ce travail qu'on essaie de faire. Et ce travail est nécessaire aujourd'hui. Vu la richesse du territoire, vu la richesse historique, vu la richesse culturelle, vu les difficultés de plus en plus d'avoir des moyens financiers, d'où humain. Oui, on bride voilà. Le ministère de la Culture, la DAC, d'année en année, on a moins d'argent, c'est de plus en plus difficile. Tout le monde a moins d'argent. Donc, on est obligé de nous mettre ensemble pour toutes ces raisons que j'ai évoquées. Nous sommes tous là pour les mêmes gens. Nous sommes tous là pour le peuple. Nous sommes tous là pour aider à améliorer la condition de vie des gens. Mais la condition de vie des gens, on pense que c'est la nourriture, c'est manger, mais c'est la nourriture intellectuelle, spirituelle, culturelle et artistique. Mais justement, est-ce que vous allez faire de l'EPCC
un ghetto pour un télo. Non, pas du tout. Ah mais non, mais c'est pour cela on décloisonne tout. On décloisonne les murs, on décloisonne les publics aussi. Et c'est pour cela on va sur les territoires chercher d'autres types de publics. On essaie d'aller chercher d'autres types de publics par notre programmation, par les propositions artistiques et culturelles qu'on fait dans l'EPCC, mais en dehors de l'EPCC. Je voudrais que avec l'équipe que l'EPCC ne soit pas un lieu hégémonique de la culture. Et tout monopole tue. Complètement. Surtout en culture, c'est terrible. Ça peut faire très mal. Ça peut faire très très mal. Et ce territoire a tellement de super outils. Et d'ailleurs, je rends hommage à mes autres collègues qui dirigent les autres structures. Je sais que la tâche n'est pas facile nulle part, mais je sais qu'on va y arriver. En nous mettant ensemble autour de la même table, on va y arriver. Vous avez promis de transmettre, parce que c'est vrai qu'il y a un manque flagrant d'écoles à la Martinique, aussi bien pour le théâtre que pour la musique, que pour la danse. Même s'il y a plein d'initiatives à droite et à gauche, c'est extrêmement compliqué pour certains jeunes de sortir de leur ghetto et d'aller vers ce qu'ils ont envie de faire. Vous avez promis de susciter des vocations, et ce de façon pluridisciplinaire. Alors, il y a une chose qui est extraordinaire à Martinique. Encore une fois, c'est remercier toutes les personnes qui ont fait ce travail-là. Au niveau de la jeunesse, de la petite enfance, il y a un travail magnifique. Il y a des super ateliers de musique, de danse, de théâtre, même partout, au Cermac et à d'autres endroits. Et vraiment, il y a un travail de base qui est fait, qui est très 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 intéressant. Après, et la question que je me pose, c'est quand ces enfants ont entre 18 et 30 ans, qu'est-ce qu'ils font? C'est là que c'est difficile. C'est là que c'est difficile. Et c'est ce qu'on appellera communément la professionnalisation. C'est ça, intermittent du spectacle, c'est extrêmement difficile à vivre. Donc c'est ce créneau-là qui m'intéresse. C'est ceux qui décident d'en faire une profession. C'est comment créer la vocation et amener vers la professionnalisation du métier. Mais il suffit pas d'amener vers la professionnalisation du métier, mais il faut penser à l'économie de l'art et de la culture. C'est une pensée globale qu'on doit mener. C'est ce que je souhaite mener avec tout le monde. Hassan Kassi Kouyaté, vous êtes là pour combien de temps? Alors, j'ai un contrat de 3 ans renouvelable et pour le moment je fais... C'est suffisant? Et en 3 ans, c'est suffisant pour poser certaines bases. Oui, on va poser les bases, mais après il faut les faire vivre. Voilà, 3 ans, c'est tout juste suffisant pour poser les bases. En art et en culture, il faut du temps. Et les gens ont oublié ça. Il faut du temps. C'est comme à la présidence de la République, il y avait un septennat, on s'est aperçu qu'un quinquennat c'était encore plus difficile à gérer. Alors j'imagine que 3 ans c'est rien. 3 ans permet seulement de poser certaines bases. Et il faut 3 autres années pour essayer de voir comment ça pousse et comment protéger ces jeunes pousses pour que ça devienne des plantes. Vous savez, en culture, tant qu'on prend pas de temps, on fera des projets sans racines enfoncées. Vous voyez un arbre, pourquoi les grands arbres mettent du temps à pousser? Parce qu'ils mettent du temps à mettre leurs racines enfoncées à terre et ils se lèvent. Et quand les intempéries viennent, ils tombent pas. Mais quand on fait monter un arbre très vite, à la moindre intempérie, l'arbre tombe. Je suis persuadé, Hassan Kassi Kouyaté, que vous êtes solide et que vous allez bien vous implanter en terre martiniquaise. On aurait pu parler de plein de choses, de vos projets, notamment avec la compagnie de Temps 3 Mouvements. On aurait pu parler d'autres projets et des spectacles qui vont être proposés par le PCC Atrium. Hassan Kassi Kouyaté, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Alors, je souhaite me souhaiter une bonne chance déjà, et puis qu'on travaille en harmonie. Je sais que si on arrive à travailler en harmonie, on va réussir le projet ensemble. Merci Hassan Kassi Kouyaté. Je rappelle que vous êtes le nouveau directeur donc de le PCC Atrium Martinique. C'est bien évidemment ce mariage entre le CMAC et l'Atrium. Cette nouvelle structure culturelle, vous allez la mener demain de maître, j'en suis sûr. À bientôt. À bientôt et merci pour votre accueil. Merci.